Donc, maintenant, on va terminer la présentation de cette semaine sur l'intro au système embarqué dans le réel sur les plateformes logicielles et matérielles du cours. Donc, on va utiliser une architecture ARM. Donc, on va se baser sur ARM qui veut dire Advanced Risk Machine. Donc, c'est une famille d'architecture risque de microprocesseurs qui a été lancée dans les années 80 par la compagnie anglaise Acorn Computers. Je pense que là, ARM a été vendu dernièrement, je pense que c'était à NVIDIA. Je vous dis ça de mémoire, je ne me souviens pas. C'est une compagnie anglaise à l'origine qui est basée en Angleterre. Puis ARM se distingue dans ses designs par des designs qui sont dits à faible consommation énergétique. Ce n'est pas les puces les plus performantes, quoiqu'on voit maintenant des nouvelles puces basées sur ARM qui sont extrêmement performantes, comme dans celles faites par Apple pour les ordinateurs MacBook. Ça se démarque par des designs de faible consommation d'énergie. Donc, c'est très intéressant pour les systèmes embarqués, surtout les systèmes embarqués avec base de batterie, parce que la consommation d'énergie est beaucoup plus faible qu'un autre type d'architecture. Donc, elle était indépendante dans les années 90. Elle a été comme sortie de Acorn Computers. Puis maintenant, elle licencie l'architecture à des tiers, on dit Apple, plein d'autres. Donc, plusieurs compagnies utilisent le design ARM pour faire des chips, là, Samsung, entre autres, etc. En 2013, ça fait quand même 7 ans, il y avait 10 millions de puces fabriquées, puis 60% des dispositifs mobiles comportent une composante ARM. Puis je vous dirais que maintenant, c'est encore beaucoup plus gros. Dans les dispositifs mobiles, du moins personnels, où on interagit, où il y a besoin d'une certaine capacité de calcul, c'est la plupart du temps, vraiment, c'est ARM maintenant qui prend la place. Ce qui est intéressant avec ARM, c'est qu'il propose des designs de microprocesseurs, mais il propose également des solutions, des éléments supplémentaires. Donc, tout plein de composantes qui peuvent être intégrées pour faire des designs plus vastes, pour faire ce qu'on appelle des systèmes on a chip. Donc, des systèmes on a chip, c'est de dire que dans une puce qui peut être relativement grosse, on a tout. On a le microprocesseur, la mémoire, le stockage, type mémoire flash. On a tout ce qui est interfaçage avec les périphériques, peut-être certaines composantes supplémentaires. Donc, tout va être intégré dans une seule puce qui va être mise sur un board qui va interagir avec le reste du système. ARM ne fabrique pas de puces, comme je disais, ça vend des designs et les autres compagnies, Samsung, Apple, les compagnies font leurs propres puces à partir de ces designs-là. Donc, la version ARM V8 qui est quand même assez récente, c'est une architecture 64 bits multicœur. C'est présent dans l'iPhone 5S et suivant, Android, Raspberry Pi 3. Et pas Raspberry Pi 0 qu'on utilise dans le cours. Donc, ce n'est pas cette architecture-là qu'on utilise pour notre cours. En fait, dans notre cours, on utilise la plateforme Raspberry Pi 0W, W pour wireless, sans fil. C'est vraiment une plateforme minimaliste, quand même assez performante si on se compare à ce qu'il y avait il y a 20 ans. Donc, c'est vraiment un petit ordinateur qui inclut tout. Donc, il y a un système on a chip, donc un processeur ARM version 6 avec tout ce qu'il faut pour l'accompagner. Donc, on a ici vraiment de la mémoire, on n'a pas de stockage, pendant de la mémoire RAM essentiellement. Puis, on a ce qu'il faut pour s'interfacer aussi avec d'autres dispositifs. On a également du sans-fil Wi-Fi, Bluetooth qui sont sur la même carte. Le stockage permanent de type flash se fait dans une carte micro SD. Ici, la sortie se fait dans un port mini HDMI. On peut faire jusqu'à du 1080p avec ça. On a un port USB utilisable pour connecter ce qu'on veut pour recevoir l'information. Un autre qui est seulement utilisé pour l'alimentation. Donc, il y a différentes sorties aussi, connexions possibles en dehors des connecteurs de base. Entre autres, on a vraiment ce qu'on appelle des GPIO, là, donc des entrées-sorties d'usage générique qui sont disponibles avec 40 pins. Donc, là, ça permet d'interfacer, de connecter plein de choses sur le Raspberry Pi 0W. Puis d'ailleurs, dans votre laboratoire 4, vous allez utiliser ça. Donc, ça, c'est la plateforme du cours.
On regarde aussi au niveau des systèmes d'exploitation, parce que c'est un cours qui fait de l'embarqué, mais de l'embarqué vraiment plus haut niveau, axé beaucoup sur les aspects logiciels du développement d'applications de systèmes embarqués sur des systèmes d'exploitation évolués. Donc, il y a différentes façons, à vrai dire, d'implémenter un système embarqué au niveau logiciel. On peut faire l'approche de base, la plus primitive, si on peut dire, c'est une fonction unique. Donc, on a une routine en assembleur qui décrit ce qui est fait. Donc, ça peut être satisfaisant pour des systèmes embarqués qui ont quand même des fonctionnalités assez réduites. Tout peut être pas mal programmé avec cette routine-là assembleur, mais ce n'est pas très moderne comme façon de fonctionner. Déjà, quelque chose qui est plus intéressant, c'est de faire un programme unique, un gros programme souvent en langage C, avec le binaire qui est préparé, qui est placé après ça sur le système embarqué. Le système embarqué l'exécute, puis dans ce programme-là, tout est présent, tout est élaboré. Donc, il n'y a pas vraiment de système d'exploitation. On peut faire aussi des tâches parallèles. On va commencer à émuler une espèce de scheduler d'ordonnanceur où là, on va avoir une super boucle codée par l'utilisateur qui décrit les tâches qui vont être faites dans un certain ordre avant de revenir au début. Donc ça, c'est intéressant pour en mesure d'efficacité. Puis ici, si les tâches parallèles sont bien définies et qu'on est capable de tout bien coder ça à l'avance. On a aussi des systèmes d'exploitation qu'on dit temps réel, ce qu'on appelle des RTOS, Real-Time Operating System. Donc, ça, c'est un système d'exploitation minimaliste, généralement destiné à l'embarquer, qui comporte aussi des mécanismes d'ordonnancement et des primitives permettant le temps réel. Donc, on complémente souvent ce qu'il y a dans, le système avec des primitives qui permettent de respecter les échéances. Sinon, il y a aussi les systèmes d'exploitation d'usage général, les GPOS. Donc, ça, c'est des systèmes d'exploitation génériques avec une grande variété de fonctionnalités, mais ce n'est pas tout pertinent pour le temps réel, en particulier s'il y a des éléments de plus d'interface graphique où la fonctionnalité n'a pas besoin de respecter un délai bien strict. Donc, c'est des systèmes qui sont plus généraux un peu. Ils sont faits pour être très généraux, très généraux, qui peuvent être utilisés à différentes sources. Puis finalement, le système d'exploitation parallèle, c'est encore plus loin, c'est de dire qu'on prend un système multiprocesseur avec donc soit une machine, soit plusieurs machines qu'on met ensemble. On prend un système d'exploitation qui est capable d'exploiter ces différents nœuds-là pour faire des traitements, des calculs, par exemple. Donc ça, ici, ça donne le spectre des différentes stratégies possibles pour implémenter un système embarqué. Donc, on voit qu'on part des trucs très, très basiques avec des fonctions, des routines en assembleur, jusqu'à un système d'exploitation parallèle. Donc ça, c'est en général le spec qui existe. Nous, pour le cours, on va vraiment se tenir à l'interface des deux, développer des approches temps réel, des approches d'un système d'exploitation général, mais avec utilisant les primitives de synchronisation, primitives de communication. Donc, ça caractérise un peu le cours. Puis je vous dirais que par rapport à certains peuvent avoir certaines attentes. On peut faire une comparaison avec le cours de système microprocesseur interface. Mais système microprocesseur interface, on est plus dans ces eaux. Bon, on fait peut-être un peu d'RTOS, mais c'est plus dans ces eaux-là que ça fait. On va peut-être évoquer le RTOS sans vraiment en faire. Donc, ça, c'est le spectre un peu des différentes approches de système d'exploitation allant de rien à l'OS qui est parallèle. Puis, dans le fond, si on regarde ça, il y a Unix. Unix, c'est une famille de systèmes d'exploitation multitâches, multi-utilisateurs. Donc, ça a été développé dans les années 60, fin des années 60 chez AT&T, qui était alors un monstre important en termes de la recherche à ce moment-là. AT&T, le groupe de recherche, cherchait à faire des choses indépendantes, cherchait à faire des choses avancées pour améliorer le système téléphonique, parce qu'à la base, AT&T, c'est une compagnie de téléphone filaire. Donc, les notions de système informatique, système d'exploitation, étaient dans leur créneau parce qu'ils essayaient de voir de quelle façon ces systèmes-là pourraient être utilisés et améliorer les fonctionnements des AT&T. Donc, Unix, c'est un système d'exploitation générique utilisable à différentes échelles. Ça va de l'embarquer jusqu'au supercalculateur. Puis, il faut avoir en tête que c'était conçu dans les années 60. C'était quand même vu comme un gros système d'exploitation des années 60, mais maintenant, c'est vraiment minuscule. Puis, la capacité de traitement des machines maintenant est autrement plus grande
que dans les années 60. Puis c'est utilisé aussi dans le nuage, l'info nuagique, utilisé dans les supercalculateurs, dans plein de milieux, c'est utilisé ce système-là. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Il y a de nombreuses variantes de Unix. Donc, il y a Linux qui est la plus connue, mais quand je parlais de QNX tout à l'heure, QNX, ce n'est pas directement tiré de Unix, mais ça a des parties de l'interface qui sont calquées sur Unix pour assurer une compatibilité. Fait que ça, c'est un peu vu comme étant une autre variante. Le point aussi, c'est que le langage C, que vous connaissez certainement, mais ça a été développé par la même équipe que Unix au début des années 70. Donc, dans le fond, eux, ils ont fait face au problème de ne pas avoir de langage de programmation compilé satisfaisant pour leurs besoins. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé un nouveau langage, le C, qui était dérivé du B, qui était lui-même dérivé du A. Donc, c'est le langage ABC. Le langage C a été développé à ce moment-là, puis ça a été développé pour supporter Unix. Dans le fond, on voulait avoir un système, un langage de programmation qui était particulièrement efficace si on l'optimisait bien, on définissait ça bien, parce qu'un système d'exploitation, il y a des routines qui sont très critiques, tout en étant quand même très, comment je dirais, c'est à la fois versatile, c'est près de la machine, donc c'est quelque chose, puis aussi c'est axé vers l'exploitation des ressources. On peut utiliser les pointeurs en mémoire à toutes les sauces. Donc, si on a des adresses mémoire, on est capable de faire quelque chose avec. Donc, ça a été un élément crucial pour rendre Unix portable parce qu'avant, Unix était programmé en code machine, mais au début des années 70, lorsque C a été complété, tout le code Unix a été refait en C. L'idée, c'est que si on change de machine, si on va sur un nouveau système embarqué avec un autre type de processeur, une autre famille d'instructions, on peut utiliser le C pour définir ces routines-là, puis elles vont être très efficaces, suffisamment efficaces pour être dans un système d'exploitation. Donc, et en plus, mais, si on change de plateforme matérielle, on a juste à changer la plateforme de compilation, puis avoir une plateforme adaptée à notre langage de programmation. Pas langage de programmation, de notre architecture de microcontrôleur, microprocesseur. Donc, si on est sur ARM V8, ce n'est pas nécessairement la même chose qu'ARM V6, ce n'est pas nécessairement la même chose que d'autres types de microprocesseurs, microcontrôleurs. Puis POSIX, c'est une standardisation de Unix. Donc, ça offre une interface standardisée, à vrai dire, pour le nom des fonctions. Ça permet une portabilité, donc dans le sens que si on fait un programme pour un certain environnement Unix en C, puis après ça, on veut l'utiliser sur un autre ordinateur, ben c'est normalement possible. S'il y a des éléments externes, il faut s'assurer qu'on puisse les intégrer, les extraire en respectant les licences. Donc, la portabilité, elle est faite au niveau du code. On change de plateforme, on prend notre code source, on le recompile dans le compilateur C, on a un binaire fait pour la plateforme et voilà. Donc, ça l'offre essentiellement, pas seulement, ça l'offre entre autres un API C pour les appels standards au système d'exploitation. Donc, tout plein d'appels courants ont été standardisés avec une fonction C, avec une certaine signature qui doit être appelée d'une certaine façon. Puis, c'est avec ça qu'on reste indépendant de la machine précise qui est en dessous. On a seulement à faire appel aux fonctions du système d'exploitation qui, lui, encapsule le matériel. Donc, ce qu'il faut voir de Linux, c'est que c'est essentiellement une réimplémentation de Unix conforme à la norme POSIX. C'est le système d'exploitation d'usage général avec la plus grande base d'utilisation. L'installation, on veut dire. Donc, ça se base sur le fait que les téléphones Android ou les dispositifs Android utilisent Linux. Android est basé sur Linux. C'est sûr que s'il n'y avait pas Android, il y aurait autre chose. Ce ne serait pas aussi... c'est pas celui qui aurait la plus grande base d'installation, on s'entend normalement, en tout cas. Maintenant, ce qui est bien avec Linux, c'est que c'est standard, c'est quand même très élaboré en termes de librairie de base disponible et étendue. Linux n'avait pas été conçu à l'origine pour faire du temps réel, mais il a été modifié en cours de route, puis il inclut plusieurs fonctionnalités intéressantes qui font en sorte qu'il va être
très utilisable pour faire du temps réel. Dans le fond, il y a des algorithmes d'ordonnancement temps réel qui sont disponibles. Ça, on va voir ça dans le cadre du cours dans les prochaines semaines. Il y a quand même quelques fonctions très intéressantes qui permettent d'en faire beaucoup. Les processus réguliers peuvent être préemptés par le processus temps réel. C'est-à-dire que si on voit qu'un processus temps réel a besoin de ressources, il est en compétition, il pourrait préempter un autre processus. On peut avoir des accès exclusifs à certaines ressources, puis on permet le temps réel doux. Puis, entre autres, il y a eu une patch par-dessus ça. Donc, ça, ces fonctionnalités-là de temps réel que je vous parlais ici, c'est déjà disponible dans Linux tout court. Il y a l'ordonnancement, l'accès aux ressources, c'est déjà là. Et si on veut faire du temps réel plus, peut-être pas dur, mais disons semi-dur ou qui se rapproche un peu d'un temps réel dur avec Linux, il y a la patch preempt RT, que c'est une modification au noyau pour minimiser le nombre de sections de code qui sont non préemptibles. Donc, les sections de code qui ne sont pas préemptibles sont identifiées. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer de contexte dans ce cas-là. Ça peut ralentir un peu l'ordonnancement parce que peut-être des fois, on va voir que le système peut rester pris un bon moment sur une tâche sans débloquer vers l'autre. Mais en même temps, c'est quand même intéressant parce que c'est vraiment nécessaire pour faire des choses élaborées en termes de traitement de signal. Pas en termes de temps réel, excusez-moi. Puis aussi, avec la patch préamp RT, on réduit l'impact des délais dans le système d'exploitation, dans le fond. Donc, dans le fond, la modification au noyau permet que les périodes où bien identifiées, où on ne peut pas interrompre la routine dans le noyau, sont assez courtes. Comme ça, l'impact sur l'exécution d'un processus temps réel va être minimisé. Donc, ça, c'est quand même important. Ça veut dire que le noyau Linux est, si on peut dire, modifié pour éviter de trop longues sections où la préemption n'est pas possible. Donc, ça, c'est tout l'intérêt de préempt RT. Et normalement, pas normalement, et pour l'image Linux qu'on utilise pour le Raspberry Pi, on a la patch préempt RT qui est appliquée, qui permet donc d'avoir ces fonctionnalités-là.